je vais commencer par vous présenter les différents marchés que vous aurez à trader. Parmi ces marchés, on va avoir les indices, le forex, les cryptos, les actions, matières premières et les obligations. Je vous ai cité pour chaque marché quelques exemples. C'est pas tout, il y a beaucoup plus. En indice, on a DAX 30, CAC 40, ainsi de suite. En forex, on va avoir l'euro contre le dollar, GBP contre l'USD. Donc GBP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la monnaie anglaise contre l'euro-dollar. AUD contre l'USD, donc c'est le dollar australien, ainsi de suite. En crypto, on va avoir le Bitcoin et tout ça. Actions, il y en a beaucoup. J'ai pu citer que Google, Tesla, Air Liquide, Sanofi, etc. En matière première, vous allez rencontrer le pétrole, gaz naturel, l'or, l'argent, cuivre, cacao, etc. En obligation, on a le T-Note 10 ans des États-Unis, le Bund allemand, ainsi de suite. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup de marchés à trader. Tous ces marchés-là seront à trader. À vous de choisir parce que vous savez très bien qu'il est difficile de poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Donc il ne faut pas vouloir trader tous ces marchés en même temps. Il faut sélectionner et voir sur quel instrument vous êtes, avec quel instrument vous êtes à l'aise. Comme ça, au moins, vous serez beaucoup plus rentable. Moi, particulièrement, j'aime bien trader les indices. Donc, en indice, je trade que le DAX 30. Parce que le DAX 30 et le CAC 40 font pratiquement le même mouvement à chaque fois. On verra beaucoup plus loin dans la formation. Donc, en Forex, je vais beaucoup trader Forex en fonction du calendrier économique que j'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus loin dans la formation. Crypto, j'aime pas trop toucher. Action, ouais, de temps en temps Air Liquide et Google, des fois Apple et Total aussi. Mais en matière première, je vais beaucoup m'intéresser au pétrole et l'or. En obligation, j'aime bien le Bund allemand parce qu'il est bien, c'est un bon marché régulier et il bouge très bien, il n'y a pas trop de volatilité et c'est un marché qui est très intéressant. Pour ceux qui vont commencer, les obligations, ça va être un peu compliqué parce que si vous n'avez pas un minimum de capital de 10 000 ou 15 000 euros, vous ne pouvez pas vous lancer dans Bund allemand. Même si vous avez 10 000, je pense que c'est un peu trop juste parce que les contrats sont beaucoup plus chers. Donc ce marché est réservé vraiment aux gros poissons. Donc c'est tout pour la présentation des marchés. Maintenant, on va voir qui sont ceux qui tradent sur les marchés boursiers. Donc, qui trade sur le marché? On va commencer par avoir les entreprises multinationales. Donc, Coca-Cola, Microsoft, Google, tous ceux-là, ils tradent aussi sur les marchés boursiers. Après les entreprises multinationales, on va avoir les banques centrales. Donc, la BCE, la Fed et tout. On a les touristes qui se déplacent. Les sociétés de transfert d'argent, donc Western Union, MoneyGram. Les traders à compte propre, donc vous et moi. On va après avoir les fonds de pension, donc les mutuelles et aussi les fonds de spéculation. Donc, je vous ai mis quelques images pour que vous sachiez de quoi on parle. Après, on va avoir aussi les banques commerciales donc, qui vont trader sur les marchés boursiers. Donc vous voyez bien là qu'on n'est pas seul et même nous on est insignifiant comparé à toutes ces grandes entreprises là, donc les banques, Western Union, tout cela, ils vont beaucoup plus peser sur les marchés boursiers. Maintenant que vous avez vu avec qui vous tradez sur les marchés boursiers, on va commencer par voir maintenant ce qui fait bouger le marché. Donc pourquoi les prix évoluent? Donc pourquoi le marché bouge? On va commencer par voir les facteurs fondamentaux qui vont faire bouger le marché. Facteurs politiques, les taux d'intérêt de chaque banque, les prix des matières premières, les effets géopolitiques et les facteurs techniques, donc l'offre et la demande. J'aurai l'occasion de revenir sur chaque facteur un peu plus loin dans la formation. Alors, quels sont les différents types de traders? Vous allez avoir les traders qui vont prendre des positions en fonction de la psychologie du marché, ceux qui vont se baser sur la base des données économiques de chaque pays avant de prendre position, ceux qui vont se focaliser sur les nouvelles économies qui vont tomber tous les jours sur le calendrier économique. Le price action, ça veut dire qu'ils vont vous suivre l'évolution du prix en temps réel en se basant sur la formation de chaque bougie.
Et après, on va avoir ceux qui vont se concentrer sur l'utilisation des indicateurs. Donc en indicateur, je peux citer les points pivots, la moyenne mobile, le RSI, que je vais vous enseigner un peu plus loin dans la formation. Donc si vous avez bien remarqué, on a une grande partie des traders qui vont se servir des indicateurs. Ceux qui vont se servir aussi du price action, donc qui vont se baser sur l'analyse de chaque bougie, vont être beaucoup plus importants que les autres. Mais ce que vous devez savoir, c'est que je vais vous enseigner tout ça. Moi, mon style de trading, je vais être là, pas trop, mais j'ai simplifié parce qu'il y a tellement d'indicateurs. Donc j'ai choisi 3 indicateurs avec lesquels je suis hyper efficace sur les marchés boursiers. Et après, là, c'est ma spécialité, le price action. Ici aussi, je veux bien vous enseigner les nouvelles économiques. Donc tout dépendra du plan de trading que vous allez adopter. Et en fonction du plan de trading, on verra comment on va personnaliser votre style de trading. Je reviens encore dessus. Cette partie, vous avez vu, ceux qui se servent des indicateurs et le price action sont beaucoup plus importants que le reste. Donc c'est eux en fait qui vont faire bouger le marché, parce que la plupart des algorithmes de trading que les banques, les grandes entreprises se servent pour spéculer sur les marchés boursiers vont avoir leur programmation basée sur ces deux-là. On va continuer par voir le calendrier économique qui va aussi être très important dans le mouvement du marché. Donc en nouvelle économique, ça va être un truc comme ça. Là, j'ai fait une petite capture des nouvelles qui sont tombées le mois dernier. Vous avez vu. Donc, je ne vais pas rentrer en détail pour vous expliquer, pour vous faire la formation sur le calendrier économique, parce que déjà, même ici à Aix-en-Provence, j'ai vu une école qui fait juste la formation sur le calendrier économique et les gens payent 1000 et quelques euros pour aller se former simplement sur ce calendrier-là. Donc, ça va être inclus aussi dans la formation payante. Je vais bien rentrer en détail et je pense que même simplement avec le calendrier économique, donc je peux vous assurer que si vous maîtrisez le calendrier économique déjà, vous allez pouvoir quitter votre boulot d'ici 1 an pour être indépendant financièrement. Voilà, donc je vous ai mis juste là pour que vous sachiez à quoi ressemble un calendrier économique. Et c'est très important parce que c'est ce qui va faire bouger le Forex. Quand une nouvelle est tombée et qu'elle est mauvaise, elle sera en rouge et ça va influencer la direction du marché. Donc rien n'est caché, les résultats tombent en live tous les jours et nous on les interprète rapidement pour pouvoir prendre position, et ça je tiens vraiment à bien vous former dessus. Mais avant de rentrer dans la formation, dans la grosse formation du calendrier économique, je compte quand même faire une petite préformation pour vous mettre dans le bain avant de vous expliquer. C'est pas compliqué, hein, c'est très simple. Mais l'information coûte cher. Je préfère garder ça pour la formation payante. Donc avec le calendrier économique, quand je vais bien vous former sur ce calendrier, je pense que vous allez être le véritable sniper sur le Forex surtout. Vous avez besoin, pour trader, il vous faudra un ordinateur. Donc que ce soit un ordinateur bureau, un ordinateur portable, c'est comme vous voulez. Moi j'ai un ordinateur bureau, mais avec un ordinateur portable, vous pourrez trader. Vous pouvez utiliser une tablette ou votre téléphone, un smartphone. Moi, avec mes ordinateurs bureau, ça me permet juste de regarder, voir un peu les tendances. Sinon, mes ordres sont pris à partir de mon smartphone. Vous aurez besoin aussi d'une bonne petite connexion et un broker. Le broker, ça va être la plateforme qui va vous permettre de passer vos ordres et tout ça. Mais il faut faire très attention, il y a de faux brokers aussi. On aura l'occasion d'en discuter pour que je puisse vous recommander un bon broker. Si vous savez maintenant de quoi vous aurez besoin pour vous lancer, il va falloir maintenant qu'on attaque le cœur du sujet et je vais revenir encore pour bien vous expliquer le principe du trading dans la prochaine leçon. Et pendant qu'un combat de boxe se déroule, vous avez des gens qui vont spéculer sur les combattants. On verra des gens qui vont miser sur le boxeur rouge et d'autres qui miseront sur le boxeur noir. Donc, si le boxeur rouge gagne, ceux qui ont misé sur le boxeur noir perdront. Par contre, si le boxeur noir arrive à gagner ce combat, tous ceux qui ont misé sur le boxeur rouge perdront leur argent. Donc, sur notre première image,
on voit bien que le boxeur rouge mène 1-0. Donc ça veut dire qu'il a gagné le combat. Le premier round, on va assister à une tendance qui va monter. Et par contre, en deuxième mi-temps, donc au deuxième round, on voit le boxeur rouge qui se fait humilier par le boxeur noir. Donc le boxeur noir a gagné ici. Et on vous dit, si le boxeur noir gagne, vous assistez à ça. Donc on commence d'abord bien par comprendre ces bases-là. Et une fois que vous avez compris, je pense que ça va être très facile de comprendre la suite. Boxeur rouge qui gagne le boxeur noir, la tendance monte. Si boxeur noir gagne le boxeur rouge, la tendance baisse. Donc le trading, c'est un combat en permanence entre acheteurs et vendeurs. On va surnommer ce combattant acheteur et celui-là s'appelle vendeur. Maintenant, si le boxeur rouge, donc le combattant acheteur, gagne ce combat, on a le marché qui monte. Mais quand le combattant vendeur remporte le combat, ça fait basculer le marché là. C'est tout ce que vous devez retenir. Ici, je vous ai pris un exemple de match de football. Parce que je sais que beaucoup de personnes savent quand même c'est quoi un match de football. Et on va assister à un match entre PSG, donc Paris Saint-Germain, contre Arsenal. On va assister à une première mi-temps où Paris est en train de mener ce match. Paris gagne 1-0. On a le marché qui monte. Par contre, si le marché descend, ça signifiera quoi? Que Arsenal a renversé la tendance. Et pour que Arsenal gagne, fasse chuter ce marché, il va falloir revenir au score et gagner. C'est pour ça que vous allez assister à ça. Donc, quand Paris gagne, on a le marché qui monte. Mais quand c'est Arsenal qui prend contrôle du match, on a le marché qui chute. C'est exactement ce que on va avoir quand on va commencer à spéculer sur le Forex par exemple. Donc on va avoir la zone euro et la zone dollar. Si le marché est en train de monter, ça signifie simplement que l'euro est beaucoup plus fort que le dollar. Mais par contre, quand on assistera à une tendance qui baisse, ça signifiera simplement que le dollar a pris contrôle du marché et donc l'euro va être beaucoup plus faible que le dollar. Il y aura des moments où l'euro va être beaucoup plus fort, donc le marché va continuer à monter. Et des moments où l'euro va s'affaiblir et donc le dollar va commencer à presser l'euro à la baisse. Donc je vous prends encore cet exemple de bras de fer. On a monsieur Euro qui fait un bras de fer contre monsieur Dollar. Donc ces deux-là, si celui-là commence à écraser la main de l'autre, on verra la tendance qui monte. Ça veut dire que l'euro écrase le dollar. Par contre, si c'est monsieur Dollar, donc ce monsieur qui arrive à baisser la main de monsieur Euro, on verra la tendance qui baisse. Donc ici, on va assister maintenant au vrai combat Euro-Dollar. Donc on est dans le Forex maintenant. Quand l'euro est plus fort que le dollar, on assiste à une tendance haussière. Si on est dans le scénario où l'euro est beaucoup plus faible que le dollar, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va assister à une tendance baissière. Et lorsque le marché est en train de monter, on voit bien là que nous sommes dans une tendance haussière. Le marché monte. Et si le marché monte, ça signifie simplement que dans cette balance, l'euro est beaucoup plus lourd que le dollar. Donc, le marché monte. Maintenant, dans le scénario où c'est l'euro qui est beaucoup plus faible que le dollar, donc ici, on voit bien le dollar est beaucoup plus lourd que l'euro, ben, le marché va faire ça. Chuter. Avant de commenter ce schéma, je vous prends juste un exemple. Nolwenn et son ami Yves décident de faire de la spéculation. Donc Nolwenn prédit que le marché va monter, alors que Yves prédit que le marché va baisser. Si le marché baisse réellement, qui gagne? Vous comprenez bien que c'est Yves qui gagne, parce que Yves a prédit la baisse du marché et effectivement le marché a baissé. Maintenant on revient sur notre schéma. Si vous avez bien regardé ici, on a notre point de départ du graphique. Donc la journée commence, le marché commence ici. Vous vous positionnez en acheteur. Donc si vous avez bien remarqué, il y a tous des gains là. Ça, c'est dans le cas où vous êtes vraiment un génie. Donc vous savez très bien qu'à arriver là, le marché va se renverser. Donc je vous ai pris comme ça, sinon c'est très rare que quelqu'un soit aussi précis comme ça, qu'un trader soit aussi précis sur une telle tendance.
Moi, il m'arrive d'enchaîner plus de 15 positions sans une perte. Mais ici, la tendance bouge trop, donc ça fait trop de haut et de bas. C'est très difficile de pouvoir avoir un bon timing dans ce type de tendance. Donc, vous rentrez ici comme acheteur. Si le marché arrive là, ça dit que vous êtes frère. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes un génie. Arrivez là, vous savez exactement que le marché va se renverser. Vous coupez vos positions et vous encaissez 30 €. Vous changez votre manteau pour dire maintenant je suis vendeur. Et si le marché descend jusqu'à ce niveau, arrivez ici encore, vous êtes un génie. Vous savez que le marché va monter. Donc, vous coupez votre position donc en encaissant 30 € de gain. Et là, vous prenez votre manteau d'acheteur. Le marché monte. Cette fois-ci, le marché est bien monté. Vous encaissez. Et là, toujours génie, vous prenez votre manteau vendeur, ainsi de suite, sans aucune erreur. C'est ça la spéculation. Donc, quelqu'un qui est en train de vendre, si quelqu'un se positionne en vendeur et que le marché descend réellement, il gagne de l'argent là. Donc, si vous êtes aussi précis comme un génie en gagnant toutes ces positions-là sans une faute, eh bien, ça vous fera 7 trades. Donc, nombre de trades, 7. Et gain, vous êtes à 265 €. Arrivé là, si quelqu'un dit que le marché va monter pendant que d'autres pensent que le marché va descendre, et on voit que le marché est descendu, eh bien, donc ceux qui ont dit que le marché va descendre ont gagné de l'argent. Tous ceux qui ont dit que le marché va continuer à monter ont perdu de l'argent. Aussi simple que ça. Dans cette leçon, on va avoir le take profit et le stop loss. On mettra un peu l'accent sur le stop loss parce que c'est très intéressant et très important. Il est recommandé d'avoir un casque pour faire de la moto ou du vélo. Vous prenez un bateau, vous aurez des gilets de sauvetage. Donc en trading pareil, ça va être la même chose. La sécurité en trading va être le stop loss. Le take profit, c'est votre objectif. C'est-à-dire que vous prenez une position, vous voulez avoir 20 € comme profit, mais vous êtes prêt à perdre combien? Donc on va prendre un exemple sur un marché qui monte. Donc on voit bien là, on est en tendance haussière. Le marché monte, il respire un peu et le marché commence à remonter. Si à partir d'ici vous avez déjà chopé cette tendance et que vous voulez rentrer, votre point d'entrée est, admettons que vous décidez d'entrer à ce niveau. Quand vous rentrez à ce niveau, ça veut dire que vous prédisez que le marché va monter. Mais au cas où vous n'avez pas raison, là, si par exemple le marché arrivait là, faisait ça pour descendre immédiatement, est-ce que vous êtes préparé? C'est ça qu'on appelle le stop loss. Donc votre stop loss va être quelque part là. Donc vous dites, je rentre là comme acheteur. Par contre, si je n'ai pas raison que le marché arrive à se renverser contre moi, je suis prêt à perdre, admettons, 15 € ou 20 € en fonction de la taille de votre position. Et votre take profit va être du coup quelque part là. Donc si votre scénario s'avère vrai, eh bien, le marché va monter jusqu'à vous donner tout ça comme gain. Donc c'est ça le stop loss et le take profit. Maintenant, il y a une manière de manipuler le stop loss et tout ça. On verra ça un peu plus loin dans la formation. Et vous comprendrez que vraiment, en réalité, le trading, il n'y a pas de risque. Le seul risque, en fait, en trading, c'est vous-même. Bien, on prend dans le cas où le marché est en train de baisser. Si le marché baisse, on va avoir une telle tendance. Donc, si vous décidez de vendre, parce que le marché est en train de baisser, donc il faut vendre. Il faut prédire la chute de ce marché parce qu'il est en train de baisser. Vous le voyez là clairement. Donc, vous décidez par exemple de rentrer là. Votre point d'entrée est là. Votre stop loss va être où? Quelque part là. Donc, votre stop loss est là. Parce que si vous êtes rentré là, que effectivement, vous dites que le marché descend, on ne sait jamais, le marché pouvait faire ça et remonter. Eh bien, si le marché remonte, vous, ici, vous perdez automatiquement ce que vous avez voulu perdre. Donc, si vous avez mis là encore moins 15 € de perte, eh bien, si le marché monte, vous perdez que 15 €. Et le marché, s'il veut qu'il monte jusqu'au ciel, vous vous en foutez. De toute façon, vous vous êtes protégé en perdant que 15 €. C'est ça le stop loss. Merci, on se revoit pour la prochaine leçon.
Jusque-là, je vous ai toujours représenté l'évolution du marché avec des lignes, parce que c'est un peu compliqué quand même d'être en train de dessiner des bougies japonaises pour vous montrer l'évolution du marché. Donc, on va voir les différents types de graphiques. Le marché a plusieurs façons d'évoluer. Donc, on voit là, le prix est parti de là, il est monté, redescendu, et là, il remonte. Donc, ce graphique va s'appeler le graphique en ligne. Après le graphique en ligne, on va avoir le graphique en bâtonnet. Donc vous voyez, c'est plus facile de tracer des lignes, donc de faire un dessin rapidement avec en utilisant les lignes pour vous montrer l'évolution du marché que d'utiliser des bâtonnets. Et après, on va avoir le graphique en bougie japonaise. Donc, c'est ce graphique qu'on va utiliser durant tout au long de la formation. Voici comment le marché va bouger. Là, on voit le marché descendu, il va commencer à remonter. Donc, si on veut tracer une ligne, on trace comme ça. Hop. Donc, nous, on va se concentrer sur l'évolution du marché en bougie japonaise. Donc, j'ai pris ce graphique pour vous montrer un aperçu de l'évolution du marché. Donc, maintenant, chaque bougie, on va commencer maintenant par travailler sur chaque bougie pour voir comment elle se forme, qu'est-ce qu'elle représente. Comme je vous ai toujours dit, faire du trading, c'est assister à un combat en permanence entre acheteurs et vendeurs. Si les acheteurs remportent le combat, vous avez le marché qui monte. Et si le marché monte, c'est la bougie verte qui représente, qui nous montre, qui symbolise la montée du marché. Donc cette bougie verte exprime la victoire des acheteurs. Je continue et après tout ça je pose, je reviens dessus. Et la bougie rouge va représenter la victoire des vendeurs. Quand les vendeurs ont pris le contrôle du marché, la bougie termine rouge. Je mets encore les différents trucs. Je place tout ça et je vais revenir au début. Cette bougie que vous voyez, elle est verte. Si je reviens en arrière, le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu des bougies rouges et des bougies vertes. Quand le marché descend, les bougies seront rouges et quand le marché monte, les bougies seront vertes. Donc, ici, le prix a ouvert là. Vous avez vu où j'ai mis l'ouverture? C'est ici le prix a commencé. La bougie a commencé sa formation là, où j'ai mis ouverture. Et quand elle a commencé là, les vendeurs ont pris le contrôle. Ils ont poussé le marché jusque là, au plus bas. Et à leur grande surprise, les acheteurs ont repris le contrôle du marché, remonté jusqu'à ce niveau et venu fermer là. C'est pas tout le temps, hein. La bougie pouvait ouvrir là et continuer jusqu'à même venir fermer là. Bien. Et là, ce que vous voyez là, ça s'appelle des mèches. Là, ce sont des mèches. Et ça, c'est le corps de la bougie. Donc, vous voyez bien là, le truc en rectangle représente le corps de la bougie. Ici aussi, voici le corps de la bougie. Ça, c'est lorsqu'une bougie, c'est lorsque les acheteurs prennent le contrôle du marché. Hein. Donc, la bougie est venue fermer en haut. Donc, ça veut dire qu'on continue, on va monter encore. Une autre bougie va commencer sa formation quelque part là. Et on verra si les acheteurs, entre les acheteurs et les vendeurs, on verra qui va remporter le combat sur la prochaine bougie. Je vous prends maintenant la bougie rouge qui exprime la baisse du marché. Donc la victoire des vendeurs. Le marché va ouvrir là, du coup. Et quand le marché a ouvert là, le marché est monté jusqu'au plus haut, jusqu'à ce niveau. Donc, tout le monde pensait que les acheteurs prenaient le contrôle du marché. Et là, les vendeurs sont revenus violemment basculer le marché jusqu'au plus bas et revenir fermer là. Donc, on voit bien le prix quand il y a eu l'ouverture à ce niveau. Le prix est monté jusqu'au plus haut, redescendu jusqu'au plus bas et venu fermer là. Ça, ce sont des bougies classiques pour que vous compreniez déjà comment les bougies se forment. Maintenant, vous avez la possibilité de suivre le marché. Si vous avez décidé de suivre le marché dans une unité de temps de 5 minutes, ça veut dire simplement que pendant 5 minutes, la bougie, celle-là, finira sa formation.
Et on verra si entre acheteur et vendeur, on verra qui a remporté le combat. Donc ça va s'appeler là les corps de bougie. Fermeture jusqu'au plus haut. Cette ligne là, ça va s'appeler une mèche. Là aussi une mèche et une mèche. Bien. Cette bougie, vous voyez là, il y a plusieurs bougies. Et les bougies vont avoir plusieurs formes différentes. Cette bougie que vous voyez là, regardez, ça représente quoi? Si vous avez bien suivi, ça représente une mèche, la mèche de la bougie. Et regardez, la mèche qui est en bas est toute petite. Le corps de la bougie est là, il est bien petit ce corps. La mèche qui est en bas n'est pas très longue et celle-là, elle est beaucoup plus longue. Mais la bougie a terminé verte, peu importe sa taille, ça prouve que les acheteurs ont remporté ce combat. On verra les unités de temps. Donc admettons que ce marché, nous sommes en train de le suivre sur une unité de temps de 30 minutes. Si c'est une unité de temps de 30 minutes, ça veut dire que chaque bougie a mis 30 minutes pour se former. 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Même celle-là, elle a mis 30 minutes. Ça veut dire que pendant 30 minutes, la bougie, le prix était en train de bouger. Son plus bas, c'est ici, et son plus haut, là. Donc, peu importe la taille de la bougie, elle a mis 30 minutes pour se former. Regardez là, on voit bien là qu'il y a une petite bougie. Elle a mis 30 minutes. Ça veut dire que le marché est resté à cet endroit-là. Pendant 30 minutes, le marché n'a pas bougé. Ici aussi, ça va être pareil. Cette petite bougie que vous voyez là, le corps est très petit et on voit deux mèches un peu plus longues. Eh bien, cette bougie a mis 30 minutes pour se former. Donc, c'est comme ça on analyse le marché, on le regarde. Ici, qui a gagné, c'est acheteur. Là, vendeur a gagné. Ici, acheteur a remporté le combat. Là, vendeur a gagné. Ici, acheteur, vendeur, vendeur. Donc, le combat était bien rythmé là dans cette zone. Vous voyez bien là. Et par contre, là, il y a eu une grosse démonstration de force. Les vendeurs ont pris largement le dessus sur les acheteurs et ils ont poussé violemment le marché jusqu'à ce niveau. Donc, le trading, c'est comme ça. Il y aura un moment où les vendeurs vont prendre le contrôle du marché et d'autres où les acheteurs prendront le contrôle du marché. Et nous, ce qu'on fait, c'est d'analyser ces bougies-là pour repérer les endroits clés pour pouvoir se positionner comme vendeur et gagner de l'argent. Et à quel moment se positionner comme acheteur et profiter encore de la hausse du marché. Retenez bien, c'est de la spéculation en fait. On n'achète rien, on ne vend rien en réalité. On spécule sur les tendances. Si tu penses que le marché va descendre, tu te positionnes en vendeur. Si le marché descend réellement, tu gagnes de l'argent. Si tu penses qu'à partir de cet endroit-là, le marché va monter, eh bien, tu te positionnes en acheteur. Et quand le marché va monter, tu gagnes de l'argent. Cette bougie-là, vous allez me dire, elle a mis combien de temps pour se former? Pour qu'elle finisse complètement sa formation et attaquer une nouvelle bougie, eh bien, elle a mis 30 minutes si on est en train de suivre le marché sur une unité de temps de 30 minutes. Chaque bougie représente 30 minutes. Je pense qu'on est clair, donc on va poursuivre. Support et résistance. C'est quoi un support et une résistance? Considérez que le marché fait des montagnes, des creux, montagnes, creux, montagne. Le sommet de la montagne est considéré, donc ça s'appelle une résistance. Et tout ce qui est comme creux est appelé support. À cet endroit-là, des gens vont rentrer pour acheter. Parce qu'ils ont vu que le marché a fait une petite respiration. Ils se préparent à repartir à la hausse. Donc ils vont rentrer là. Le marché va monter, arriver à un certain moment quand ils vont voir que le marché a formé une autre résistance. Donc se prépare à descendre. Ils vont prendre profit et ils vont sortir du marché. Ça, c'est une stratégie de trading où les gens veulent juste profiter de la hausse. Ils ne veulent pas prendre de risques. Par contre, si vous tombez sur des traders qui sont beaucoup plus agressifs, ils vont vouloir anticiper cette baisse-là. Ou spéculer à la baisse. Parce que des fois, il peut arriver que le marché arrive là et hop, commence à remonter. Donc, il ne pourra pas corriger jusqu'à ce niveau. Donc ça, c'est juste un dessin pour vous donner un petit aperçu de comment le marché évolue. Donc, les gens qui sont agressifs, ils vont rentrer là. Donc, ils coupent leur position ici
ils encaissent leur profit et ils rentrent immédiatement comme vendeurs. Et quand ils vont voir que le marché est en train de remonter, ils vont encaisser et reprendre encore une autre position. Donc ça va être plus pour des gens qui aiment scalper. Ils vont vouloir profiter de toutes les tendances. Ici, c'est une résistance. Tout ce qui est sommet, c'est résistance. Et les creux sont considérés supports. Prenons le cas où c'est dans une tendance baissière. Une tendance baissière, ça c'est pareil. Ici, on a une petite montagne. Donc, résistance. Le marché est descendu. Remonté. Donc ça, c'est un creux support. Résistance. Creux support. Résistance. Creux support. Résistance. Et violemment, le marché a commencé à chuter. Ça, c'est dans une tendance baissière. Donc, quelqu'un qui va vouloir anticiper ici pour spéculer, arrivé ici quand il a vu qu'il y a une petite résistance qui a été formée, il va se positionner à cet endroit là pour vendre, ou il va attendre, il va tracer une espèce de trait. On verra tout à l'heure dans l'analyse technique, donc on ira directement sur la plateforme de trading pour qu'on puisse commencer à voir les choses sérieuses. Donc, quelqu'un va rentrer là, vendre, et quand il va voir que le marché commence à remonter, hop, il coupe sa position, donc il encaisse le peu de gain qu'il a pu avoir sur cette distance-là, et il attend. Il laisse le marché respirer, le marché tente de monter, et là, il constate bien que le marché refait encore, reforme une autre résistance. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il rentre là immédiatement, ou soit il attend que le marché casse ce support précédent. Donc, quand le marché va casser le support, il rentrera quelque part là pour vendre et prendre tout ça. Et quand il va voir encore que le marché commence à remonter, il coupe sa position, il encaisse ses gains et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est comme ça le marché évolue. Donc soit vous êtes dans une tendance baissière ou soit vous êtes dans une tendance haussière. Prenons le cas où le marché est en train de faire du surplace. Donc, quand on va se mettre à traquer le marché, il arrivera un moment où le marché va se mettre dans une situation de range. Donc un range en trading, ça veut dire que le marché fait du surplace. Le marché ne montre pas où il va, il ne montre pas qu'il monte ni qu'il descend. Donc il va rester dans une zone pendant un bon moment. C'est ça qu'on appelle le range. Et ça va du coup former des petites résistances et des petits supports. Donc le trader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tracer une ligne droite sur toutes les résistances et une ligne droite sur tous les supports. Et il va attendre que le marché casse soit à la hausse ou soit à la baisse pour qu'il puisse acheter. Donc tout ici, tout le monde attend. Et quand le marché casse à la hausse comme ça, ça veut dire simplement qu'on est sorti du range et donc la probabilité pour que tout le monde achète est très élevée. Donc les gens vont commencer à acheter à partir de là. Dans le scénario où le marché va faire une cassure à la baisse, ça va ressembler à ça. Au lieu de monter, le marché va faire ça, petite résistance, petit support, ainsi de suite, jusqu'à ce que, hop, il casse là et les gens vont se positionner là comme vendeurs pour prendre tout ça. Donc vous voyez bien, on trace bien un trait qui va passer sur tous les supports, les sommets, et on attend que le marché nous donne le signal. Donc le prix, si on voit que le prix casse ce trait, à cet endroit, la probabilité pour qu'on ait raison si on vend est très élevée parce qu'on est sorti d'un range. Donc ça va être pareil pour un range, mais dans une petite tendance haussière. On voit bien là, c'est toujours un range, même si on est en tendance haussière. Donc comment traquer une telle tendance? Donc vous tracez les deux traits, toujours, et attendre que le prix sorte de votre zone. Si le prix casse à la hausse, à partir de là, on rentre comme acheteur. Si jamais le prix arrive à casser à la baisse, eh bien on rentre là comme vendeur. Donc c'est pareil. Donc vous tracez vos deux traits et attendre que ça casse à la hausse ou à la baisse. Donc en plus des supports et résistances, on va utiliser aussi les indicateurs pour pouvoir prédire la direction du marché. Donc les indicateurs vont venir nous confirmer si on est dans la bonne direction ou pas. Il y a plusieurs indicateurs, centaines d'indicateurs, je ne peux même pas les compter. Et les indicateurs peuvent constituer un gros problème pour un trader. C'est pour ça qu'il faut être très malin et se servir
des indicateurs les plus importants au lieu de s'encombrer d'indicateurs. Selon vous, quel est l'endroit le plus paisible? Ici ou là? On voit bien là. Donc quelqu'un qui se sert de plusieurs indicateurs, il va se retrouver dans... C'est comme s'il est dans un bureau comme celui-là. Et celui qui va se servir de peu d'indicateurs, donc il va moins s'encombrer. Donc lui, il sera par contre dans un bureau bien classé, donc bien propre, il n'y a pas de bazar là dans ce bureau. C'est ça la différence. Les indicateurs sont là juste pour nous avertir sur certaines positions. C'est pour ça que j'ai sélectionné les meilleurs indicateurs. Si vous voulez être efficace, vaut mieux faire simple et court. C'est pour ça que j'ai sélectionné, on va se servir durant tout au long de la formation du RSI, des points pivots et de la moyenne mobile. Donc, vous voyez bien, votre bureau doit avoir cette clarté. Quand je dis cette clarté, donc votre graphique et tout ça doit être propre. Il ne faut pas des graphiques avec plein d'indicateurs dessus. Le RSI, ça va être un indicateur qui va nous avertir ou soit nous alerter si le marché est trop acheté ou si il est trop vendu. Donc, si le marché a pris trop de valeur, si le prix a pris trop de valeur, lui il nous signale pour dire hop, on a un surachat. Et là, les gens vont vite prendre profit et essayer de se positionner en vendeur. Et pareil, quand le marché va être trop dévalorisé, donc le prix va être trop bas, le RSI, le Relative Strength Index, va nous avertir comme quoi le marché a perdu sa valeur, donc le prix est trop bas. Et là, selon la psychologie des traders, ils vont abandonner, ils vont couper leur position là et essayer de se positionner en acheteur parce qu'ils savent que le marché va remonter. Ils sont là comme des avertisseurs pour nous dire le marché est trop vendu ou soit il est trop acheté. Donc on ira tout à l'heure sur un graphique et vous verrez comment il se positionne. Il est juste en bas pendant que le marché est en train de tourner, de progresser. Et lui, il surveille le mouvement du prix. Si le prix est trop bas, on le saura. Il sera... La ligne va franchir les 30, donc il va être en dessous des 30. Si le prix est au-dessus des 70, ça veut dire que le marché est trop acheté. Si le prix est en dessous des 30, ça veut dire simplement que le marché est trop vendu. Donc il faut acheter. Il permet de repérer la puissance d'un mouvement. Donc il indique si le mouvement s'essouffle. Il indique si l'on est en situation de surachat ou de survente. C'est ce que vous voyez ici là. Donc ce sont des indicateurs comme ça dont les gens vont se servir pour pouvoir appuyer leur jugement et se positionner en acheteur ou en vendeur. Les points pivots sont utilisés pour identifier les seuils de support et de résistance. Les supports et résistances confirment la force de la tendance du marché. Ils provoquent aussi des retournements de tendance. Si le prix, vous voyez bien là, s'il évolue au-dessus du point pivot, ça signifie que le marché est en train de monter en tendance haussière. Et si le prix est en dessous du point pivot, donc s'il se dirige vers le S1, ça signifie qu'on est en tendance baissière. R1, R2, R3, S1, S2, S3. Donc, qu'est-ce que ça signifie le R1, R2, R3 là? Le R1 va constituer le premier obstacle quand le prix va décoller du point pivot. Arrivé au R1, la probabilité pour que ce marché fasse une pause est très élevée. Donc si il casse le R1, eh bien, il viendra directement au R2 et il fera une pause aussi au R2, ainsi de suite. Les résistances constituent des obstacles au prix. Donc le prix va être freiné là, au R1 ou au R2 ou au R3. Pareil aussi si le prix se dirige vers la baisse, le S1, S2, S3 vont constituer un frein pour le prix. Le prix fera une pause là. S'il arrive à casser ce frein, eh bien, le prix viendra directement au S2. Donc, ce sont des probabilités. Hein. Donc, mais cet indicateur point pivot est très intéressant parce qu'il nous donne la possibilité d'avoir des points d'entrée dans le marché. Moi, personnellement, je considère le pivot comme le rez-de-chaussée, le R1, donc premier étage, deuxième étage et troisième étage. S1, sous-sol 1, sous-sol 2 et sous-sol 3. Quand le prix part, c'est comme un ascenseur, le prix.
part du rez-de-chaussée, la probabilité pour qu'il vienne jusqu'au R1 est très élevée. Donc quand il décolle du pivot, on se met à acheter et arrivé au premier étage, on prend nos profits et on attend que les algorithmes de trading poussent le marché pour dire, ben écoute, on a l'intention d'aller jusqu'au deuxième étage et là encore, on rentre encore en acheteur. Arrivé au deuxième étage, on prend profit, on sort et on attend. Donc ainsi de suite. Pareil, si le marché décide de se diriger vers la baisse, arrivé au S1, donc quand il a passé les pivots, on rentre comme vendeur. Arrivé au S1, on prend profit, on sort du marché, on attend que les gros poissons poussent le marché encore pour dire, ben écoutez, on va au sous-sol 2. Et bien là, on rentre encore dans l'ascenseur pour descendre au sous-sol 2. Donc si vous voulez, à chaque ascenseur, nous on descend. Parce qu'on ne sait pas, des fois il peut arriver que le prix quitte au pivot, arrivé au S1, au lieu de continuer, et bien il revient encore au rez-de-chaussée. Donc pour ne pas se faire avoir, quand tu arrives au sous-sol 1, tu prends profit et tu attends. Et c'est quand les gens, donc les algorithmes de trading, les gros poissons vont décider de la direction du marché, c'est là on pourra les suivre. Donc les points pivots vont nous permettre d'avoir un bon timing et d'avoir des points d'entrée beaucoup plus précis. Donc c'est tout pour les points pivots et tout à l'heure on va voir sur l'ordinateur la moyenne mobile. On pourra faire des pratiques et analyser aussi des tendances et des prises de position. Ça va vous permettre maintenant de comprendre comment fonctionne la spéculation sur les marchés boursiers. Donc j'ai pris un graphique du DAX 30, donc c'est l'Allemagne 30, vous pouvez appeler ça comme ça, c'est les 30 entreprises de l'Allemagne. Et c'est un marché qui est beaucoup tradé. Les traders aiment bien trader ce marché parce qu'il bouge très bien. On a déjà vu les indicateurs RSI et les pivots. Maintenant, je vais vous mettre la moyenne mobile ici pour que vous voyez comment la moyenne mobile fonctionne. Et après ça, on pourra faire l'analyse technique, tracer et trouver des points d'entrée et éventuellement prendre des positions pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, je vais aller chercher la moyenne mobile. Donc, pour récupérer cette moyenne mobile, je viendrai là. Hop, insertion, les indicateurs sont là. Vous voyez un peu quand je parle d'indicateurs, tout ça, ce sont des indicateurs. Tout ça, ce sont des indicateurs. Quand je passe là, on a tout ça encore comme indicateur. Je reviens, tout ça comme indicateur. Là, tout ça comme indicateur. Encore. Et là, vous avez toute cette liste. Et attention, c'est pas tout. Hein. Il y a encore plein d'indicateurs que je n'ai pas intégrés là. Mais ce sont tout ça, je ne vais pas me servir de tout ça. Regardez par exemple si je prends le cas de Ichimoku. Ichimoku, regardez à quoi ça ressemble. Si je m'amuse à vous enseigner des trucs comme ça, non seulement je vais perdre votre temps et je vais vous rendre fou pour rien parce que ça ne va pas changer vos résultats si vous ne vous servez pas de cet indicateur. Donc je l'enlève. Hop. On va aller chercher l'indicateur. Pour cette plateforme, c'est le MetaTrader 4. Donc c'est une plateforme de trading professionnel. Donc ça c'est la plateforme pro pour pouvoir passer les ordres et tout. Vous voyez là. Sell quand vous pensez que le marché va descendre et buy quand vous pensez que le marché va monter. Je ferai une formation sur la manipulation de cette plateforme dans la partie payante de la formation parce que là on va voir des choses beaucoup plus sérieuses. Mais simple, hein? Il faut toujours rester dans la simplicité pour être efficace. Bien, donc j'envoie directement la moyenne mobile. Hop. Moving average. Je le laisse en période 14. Hop, il est là. Vous pouvez décider de changer la couleur de cette moyenne mobile. Hein? C'est comme vous voulez. Vous allez dans propriété. Ici, on a tout là. Donc, mettons, j'essaie de le mettre en... Ouais, on va le laisser en rouge. La moyenne mobile est là. On voit le prix. Ici, le prix a cassé la moyenne mobile, mais d'une manière violente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a continué à chuter jusqu'à ce niveau. Donc, tous ceux qui attendent que la moyenne mobile soit cassée avant de prendre position, ici, ils se sont gavés parce que, effectivement, le prix a violemment chuté. Arrivé là, le prix est remonté et a cassé la moyenne mobile à la hausse, avec violence aussi. Donc, on change de tendance.
ceux qui se sont mis là à acheter, ils ont pris tout ça comme gain. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous avez bien compris, la moyenne mobile vous donne la force de la direction du marché. Si le marché est en train de chuter, la moyenne mobile va être au-dessus. Donc, vous voyez là, la moyenne mobile est au-dessus du prix. Le prix est en bas. Si le prix est en train de monter, la moyenne mobile est en dessous et le prix est en haut. Donc, les bougies que vous voyez là vont être en haut et la moyenne mobile va être en bas. On voit bien là, la moyenne mobile est en dessous du prix. Donc, ceux qui veulent acheter, ils auront déjà commencé à acheter un début ici quand ils ont vu que la moyenne mobile, le prix commençait à casser la moyenne mobile parce que le prix est resté bien sur la moyenne mobile. Et là, hop, il a commencé à monter. Donc, ils rentrent là comme acheteurs et ils prennent tout ça. Le trading, c'est quand même un jeu de patience parce que c'est vrai, vous venez de prendre 100, 200, 300, peu importe. Mais arrivé à un certain moment où il faut savoir faire une pause et attendre pour pouvoir choper les bons mouvements. Donc, on a là toutes les périodes que vous pouvez utiliser pour traquer le marché. Donc, où j'ai mis les rectangles bleus, c'est l'endroit où le marché a formé des résistances. Donc, on est monté, ici on a fait une résistance, deuxième résistance, et là on a fait un petit range, remonté, ici une résistance, le prix n'a pas pu continuer, on a basculé encore à la baisse et là on a eu un gros range, donc le marché a fait du surplace dans cette zone là. Et dans un marché comme ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme tout ici, on n'avait pas encore vu ici là. Parce qu'il y a des traders qui vont vous dire oui, ici je rentre là, mais ici n'existait pas. Donc admettons que le marché était dans cette zone. Donc comment je fais pour savoir si on repart à la hausse ou si on entame une tendance baissière? Et bien c'est simple, dans cet endroit là, le marché a fait un gros range. Donc je vais mettre ça comme ça, hop. Et je vais attendre que le prix casse ce trait que j'ai tracé en rouge pour pouvoir me positionner en vendeur avec un stop loss serré. Donc je mettrai mon stop loss quelque part là. Et si je me positionne quelque part là en vendeur, voici le résultat, je serai toujours en gain. Mais si vous avez déjà pris une position là et que vous êtes en gain, à cet endroit là, il faudra sortir du marché. Pourquoi? Parce que on rencontre un autre support qui est là. Donc je vais colorer, je vais mettre encore. Voilà. On a notre support qui est là. Et un autre support s'est formé là. Donc je prends mes gains parce qu'il aura une pause dans cette zone. Le marché n'a pas de direction là en ce moment. Là c'est un graphique GBP USD, donc la monnaie anglaise contre le dollar américain. Le prix est descendu et arrivé là. Hop, il a été refoulé. Donc on a un gros support là. On est monté, on est venu former un autre support et vous voyez bien ce support est beaucoup plus bas que celui-là. Donc logiquement, qu'est-ce qui va se passer? La moyenne mobile a été cassée à la hausse et les gens ont acheté jusque là. Là aussi on peut acheter parce qu'on est bien à la hausse, donc la moyenne mobile est en dessous. Donc les gens vont privilégier l'achat dans un tel marché pour pouvoir profiter de la hausse. Et le stop loss va être quelque part là. Les stop loss, il faut savoir les positionner. Il faut les mettre toujours en dessous d'un support ou d'un endroit vraiment clé. Donc si je décide de rentrer quelque part là comme acheteur, mon stop loss sera là. Donc dans une tendance comme ça, il faut privilégier l'achat. Donc un marché comme ça, pour être sûr de pouvoir rentrer en position, il y a un seul trait à tracer. Quand le marché était quelque part là et il tentait de monter, tu traces un trait et il est là. Il est simple. Celui-là, tu le traces là et tu te dis si le prix sort de cette zone et que je suis au-dessus de la moyenne mobile. Un scalp de 5 minutes sur le pétrole. Là, je vois le marché qui commence à chuter et je vais scalper sur des contrats sur 5 contrats. Donc, je clique sur vendre et je place mon ordre. L'ordre est placé, mon stop loss, je le positionne au sommet de la résistance et mon take profit, je le mets au S1 et je laisse le marché courir.
Donc je clôture ma position. Position clôturée. Parce que la bougie est venue fermer, clôturer. Donc le prix a fermé au-dessus de mon trait. Donc je sors parce que il y a changement de tendance. Donc le marché va monter légèrement avant peut-être de chuter. Mais je vois bien là ce trait. Le prix a bondi dessus une fois, deux fois et une troisième fois. Si le prix n'arrive pas à casser ce trait, on pourra probablement aller à la hausse. Là, je vois le prix qui commence à chuter. Donc c'est simple, hein? Je me positionne en vendeur, je prends le nombre de contrats et je valide mon ordre. Une fois que l'ordre est validé, je clique sur le bouton de mon point d'entrée, je glisse le stop, je le mets là, hop, on est en 5 minutes et mon take profit, je le mets à 100, ouais, je le mets à 200. Voilà. Take profit réglé à 200 €. Et je laisse le trade tourner. Peu importe le marché que vous prenez, c'est le même principe. Si le marché descend, vous vous positionnez en vendeur, vous gagnez. Si le marché monte, vous devez vous positionner en acheteur. Là, le stop, le take profit va être touché. Hop, il a été touché. Donc, cible atteint. Et là, on voit, je suis maintenant à 5263. Dans un tel marché, j'ai tracé mon trait et le trait vient d'être cassé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me positionne en acheteur, je valide mon ordre. Une fois que l'ordre est validé, je viens sur le point d'entrée, je prends là et je glisse pour mettre en dessous du S2 et mon take profit va être au S1. C'est du scalping modéré, hein? Donc, je peux même réduire un peu légèrement mes pertes. Il ne faut jamais encaisser une perte beaucoup plus importante que le gain potentiel que tu voudras prendre. Si tu veux prendre 500 €, il faut te permettre de perdre beaucoup moins. Maintenant là, c'est juste un exemple, hein, sinon mon stop loss, il ne faut pas le mettre là. Hein. Et je suis rentré un peu tard, c'est pas grave. Le but, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc mon take profit, il est à 147 € qui va toucher là tout à l'heure. Et s'il casse le S1, la probabilité pour qu'il vienne tester le pivot est très élevée. Mais mon take profit où il est situé, il n'est pas trop loin, donc je ne suis pas trop gourmand. Donc la probabilité pour que je puisse encaisser les 100 et quelques euros est très élevée.
Donc, visiblement, le prix met du temps pour toucher mon take profit. Je patiente un peu encore. Bon, donc je vois qu'il n'y a pas de volume. Comme vous avez bien vu, ici, on va avoir des petites bougies. Ça prouve que les acheteurs ne sont pas assez costauds. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer ma position et prendre 94 euros. Voilà, position encaissée, le gain s'ajoute directement. On est maintenant à 5356 euros. On continue. Position repérée sur l'euro-dollar. Je me positionne en acheteur, j'agrandis. Pareil, je clique sur le petit point d'entrée, je mets mon stop loss au pivot, je monte le profit, je l'approche au R1 et je laisse le trade courir. La formation de cette bougie ne me fait pas confiance, donc je prends rapidement mes gains et je sors du marché. Je clique là, fermer, hop, et je prends les 19 euros ou les 12 euros. Hop, fermer et je continue ma quête. Je viens sur le DAX 30, je repère là une tendance baissière. Encore, je me positionne en vendeur. Hop. Je peux placer déjà mon stop loss avant de valider l'ordre 1 et monter le profit au S2 et ordre validé. Je laisse le trade courir, j'agrandis pour qu'on voit bien. Voilà. Monter le profit au S2. Déjà on est en dessous du pivot, donc on entame une tendance baissière. Le prix n'a pas pu progresser jusqu'au pivot. Il a pivoté au niveau du S1. Donc la probabilité pour qu'il vienne tester le S2 est très élevée. C'est pour ça que je suis rentré en position. Je vous laisse apprécier le trade. Je vais fermer ma position parce que dans 5 minutes, une nouvelle économique va tomber au niveau des États-Unis et ça risque d'influencer le cours du marché. Donc, je ferme ma position. Donc, je coupe manuellement ma position. Je prends les 34 euros et je sors du marché. Ça me permet d'attendre parce que je ne connais pas le résultat de ces nouvelles-là. Et ces nouvelles vont concerner l'euro-dollar. Au lieu de prendre l'euro-dollar, je vais prendre peut-être celui-là. Et j'attends.
J'espère que cette présentation vous a permis de comprendre comment fonctionne le trading. Retenez bien, cette présentation ne vous permet pas de vous lancer directement avec de l'argent réel. Il faudra encore une formation supplémentaire pour pouvoir vous lancer en toute sécurité. On va parler un peu de psychologie, même si on ne rentrera pas en profondeur. Donc vous voyez, quand vous allez commencer à trader, vous allez faire face à l'euphorie, la cupidité, l'espoir, le désespoir, la peur, la panique. Donc la psychologie, en gros, est la clé dont vous aurez besoin si vous voulez vraiment réussir dans le trading. Il va falloir une bonne gestion de vos émotions. C'est très facile de gagner de l'argent en trading, mais le conserver reste un gros chantier. Donc vous allez rencontrer des gens sur Internet, à gauche, à droite, des vendeurs d'illusions qui vous feront croire qu'ils possèdent des formules magiques qui vont vous permettre de réussir dans le trading. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si celui qui vous forme n'est pas formé, et s'il n'est pas bien formé, il risque de vous déformer. Donc chaque trader doit avoir son plan de trading, parce que le plan de trading est associé à votre personnalité. Si M. Thierry décide de vendre sa stratégie à Mme Marie, il va falloir que M. Thierry vende aussi son cerveau à Mme Marie, parce que la stratégie de M. Thierry ne pourra pas marcher avec le cerveau de Mme Marie. C'est pour ça que je dis toujours, le trading n'est pas du prêt-à-porter, mais du sur-mesure. Chacun doit pouvoir tailler son plan de trading à sa personnalité. Si la psychologie représente 80% du trading, pourquoi les gens ne commencent pas même déjà la formation par la psychologie? Tout le monde essaie d'appâter les gens en leur parlant, en leur montrant des prises de position, des gains et tout. Et tous les débutants vont courir derrière ces vendeurs d'illusions. Parce que simplement, ils les ont vus prendre des trades ou ils les ont vus gagner des sommes. Ils ne sont pas bêtes. C'est du business ils font. Il faut faire très attention. Donc, la partie psychologique va représenter 80% du trading. Donc, à ne pas négliger. C'est pour ça que j'ai pris mon temps pour rentrer en profondeur avec des exemples bien précis dans la formation Devenir un sniper. Vous verrez sur le site web. Donc les règles pour réduire d'une manière considérable le risque sera de respecter ces 4 points que j'ai mentionnés là. Donc j'ai pris exprès cette image là, ça va vous faire penser quand même à la sécurité. Si vous gagnez de l'argent, il va falloir sécuriser ce que vous gagnez. Donc ces 4 points sont vraiment importants si vous voulez réduire les risques, parce qu'en trading, le risque existe. La plupart des traders vont négliger ces points là et du coup vont perdre leur argent. Donc le premier point, il faut être toujours dans la tendance haussière. Je mets l'accent sur les points clés à la hausse. Si je me retrouve dans un range, eh bien, je ne prends pas de trade. Deuxième point va vous permettre de réduire de 20% vos pertes, le point d'entrée et le timing. Donc il faut repérer et surtout ne pas rentrer n'importe comment dans un trade. Investir 10% de votre capital. Donc si vous avez 1000 ou admettons 5000 euros, vous allez investir sur chaque trade 500 euros. Donc, il faut faire très attention sur ce côté parce que c'est une partie que je développe beaucoup dans la formation Devenir Sniper. C'est le money management et c'est très important. Beaucoup de personnes négligent ce côté. Donc ici, ça va vous permettre encore de réduire les risques de 20%. Donc on a combien? Moins 70% de réduction de risque. Quatrième point, c'est la position de votre stop loss. Il y a des gens, ils prennent des positions et ils jettent le stop loss quelque part ou soit ils le mettent très loin parce qu'ils ont peur que le stop loss soit sauté. Mais non, il faut apprendre à bien positionner votre stop loss. Donc ça va nous permettre de réduire du coup le risque à 90% si vous appliquez ces 4 règles. Donc on a le scalping, le day trading et le swing trading. Donc, par exemple, le scalping, quelqu'un qui fait du scalping va utiliser des unités de temps, par exemple 1 minute, 5 minutes, parce qu'il ne va pas durer dans un trade. Donc il va prendre plusieurs positions dans la journée. Donc prise de profit rapide, le trader va garder sa position quelques secondes ou quelques minutes. Le scalping demande une bonne concentration et un bon timing.
Ici, être un scalper, c'est pas recommandé pour les nouveaux, donc pour les débutants, parce que ici il faut avoir une certaine expérience et surtout avoir une bonne maîtrise du price action. Et après le scalping, on va avoir le day trading. Donc le trader prendra une position qu'il gardera plusieurs heures ou toute la journée. Le swing trading, vous allez voir, le trader pourra garder ses positions pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, voire même des mois. Donc, ce sont les trois différents styles de trading que vous allez rencontrer. Donc, ça sera à vous de choisir le style que vous voulez et vous planifierez votre plan de trading en fonction du style que vous aurez adopté. Maintenant, quels sont les horaires d'ouverture? En Europe, le marché ouvre à 9h30 et ferme à 17h30 ou 18h. Aux États-Unis, on a le marché qui ouvre à 15h30 et ferme à 22h. En Asie, le marché ouvre à 1h du matin et ferme à 7h du matin. Donc le marché bouge 24 sur 24, 5 jours sur 7, donc du lundi au vendredi soir. Et le week-end, c'est la pause. Et le marché reprend dimanche à 23h.